J'ai perdu mon fiancé et notre bébé. Pour enterrer la douleur, je suis devenue l'une des meilleures médecins. Mais quand un garçon m'a été amené pour une opération et que j'ai vu sa grand-mère, j'ai été figé de choc. Je me tenais dans la salle d'opération de l'hôpital pédiatrique des enfants de Lyon. Mes mains gantées tremblant légèrement tandis que j'étudiais la scanne cérébrale d'un garçon de 9 ans. Un caillot sanguin exerçait une pression sur son cortex moteur. Un mauvais mouvement ou quelques minutes de retard, et il pouvait tout perdre. Derrière moi, une voix que je n'avais pas entendue depuis 9 ans rompit le silence stérile. « Isabelle, s'il vous plaît. Sauvez mon petit-fils. » Je me figeai. Cette voix, je l'aurais reconnue n'importe où. Je me retournai et la vis là, Élise Moreau, la femme qui avait autrefois brisé ma vie, me suppliant maintenant d'aide. Mais avant que je ne puisse abaisser le scalpel, le passé remonta comme une vague que je ne pourrais jamais fuir. Il y a 9 ans. Rien à voir avec les dynasties technologiques qui remplissaient la région de la French Tech. Puis j'ai rencontré Julien Dubois. Julien était différent de quiconque que j'ai jamais connu. Il n'était pas ostentatoire, même si sa famille possédait pratiquement la moitié de l'industrie de la technologie médicale française. Il ne se comportait pas comme un enfant riche. Il se comportait comme quelqu'un qui croyait au changement du monde. Il passait ses après-midi à assister à des conférences sur l'innovation biomédicale. Mais il préférait déjeuner avec moi sur le campus de Lyon plutôt que de dîner dans un club haut de gamme à Paris. Son sourire, il me désarmait d'une manière que je ne pouvais expliquer. Il parlait de remodeler les soins de santé pour enfants grâce à la technologie, et je parlais de sauver des vies avec des mains fermes et un cœur obstiné. Il me semblait que nos rêves étaient alignés. Et je suis tombée complètement amoureuse de lui. Quand Julien m'a demandé en mariage dans le jardin à flanc de collines surplombant les monts d'Or, j'ai pleuré. Il s'est agenouillé, me tendant une bague simple mais élégante. « Isabelle Lambert, veux-tu m'épouser ?» J'ai dit oui sans hésitation. Pendant un instant, le monde a semblé parfaitement entier. Je pensais que l'amour pouvait tout surmonter. Je me trompais. Les Dubois n'étaient pas seulement riches. Ils étaient puissants. Le père de Julien était un PDG visionnaire, tandis que sa mère, Élise Moreau, était une ancienne avocate de haut vol devenue responsable d'une organisation caritative médicale de plusieurs millions d'euros. Ils vivaient dans un monde de jets privés et de fondations exclusives. Et moi ? J'étais la fille d'un comptable de province qui s'était frayé un chemin à travers Lyon grâce à des bourses et des petits boulots. La première fois que j'ai rencontré Élise, l'air était lourd, presque électrique. Elle sourit poliment, mais ses yeux étaient froids et calculateurs, me scannant comme si j'étais une affaire juridique non résolue. Elle avait l'intention de gagner. Chaque question qu'elle posait était teintée d'implication, d'où je venais, quelles étaient mes ambitions, si j'avais ma place près de son fils. Je lui ai souri en retour, m'accrochant à la conviction que l'amour de Julien suffirait. Cela n'a pas suffi. Élise ne s'est pas arrêtée là. Elle a engagé des enquêteurs pour fouiller dans mon passé et a remis à Julien un petit paquet de photos de mes années universitaires. Des clichés de moi dînant avec des garçons qui se trouvaient être riches. Des photos qui ne signifiaient rien mais qui peignaient un tableau laid si on le voulait. Ou cherches-tu juste un moyen de sortir de la vie d'où tu viens? Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quel scalpel que je porterai jamais. Je n'arrivais pas à croire qu'il remettait en question mon amour, pas après tout ce que nous avions partagé. Nous nous sommes disputés bruyamment, amèrement, déchirants. À la fin, j'ai enlevé la bague et l'ai posée dans sa main. Si tu ne peux pas me faire confiance, alors qu'est-ce qui reste? Je suis sorti et je n'ai jamais regardé en arrière. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je verrais Julien vivant. Je me souviens m'être tenu dans mon appartement le lendemain matin, fixant la bague de fiançailles sur le comptoir. Celle que j'avais arrachée à mon doigt quelques heures plus tôt. Ma poitrine était creuse, comme si quelqu'un m'avait enlevé le cœur, ne laissant que l'écho de notre dispute. Je continuais à me dire que Julien reviendrait, s'excuserait et réaliserait à quel point ces mots avaient été cruels. Mais mon téléphone n'a jamais sonné. Au lieu de cela, cette nuit-là, j'ai reçu un message d'Élise. Une simple ligne de texte froide. Peut-être qu'il est préférable pour tout le monde que vous passiez à autre chose. Je voulais croire que Julien n'y était pour rien. Mais une partie de moi se demandait s'il était d'accord. Pendant des jours, j'ai essayé de me jeter dans l'étude pour mes rotations cliniques finales.
Mais aucun manuel ne pouvait faire taire l'image du visage de Julien, la façon dont ses yeux s'étaient durcis lorsqu'il demandait si notre amour était réel. Je continuais à rejouer ma propre voix. Tranchante et en colère, disant « Si tu ne peux pas me faire confiance, alors qu'est-ce qui reste ?» Une semaine plus tard, je traversais le campus de Lyon, prétendant que la vie était normale. Quand une amie de notre programme de résidence m'a rattrapé. « Et, as-tu entendu parler de Julien ? Il travaille des heures folles dans l'entreprise de son père. Quelque chose à propos de prouver sa valeur au conseil d'administration. » J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je savais ce que cela signifiait. Élise l'avait atteint. 2 semaines plus tard. J'ai revu Julien pour la dernière fois de son vivant. Il est passé tard le soir, la pluie trempant sa veste. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il viendrait pour arranger les choses. Au lieu de cela, il se tenait là, les yeux rouges, épuisé. Isabelle, peut-être que ma mère a raison. Peut-être que nous venons de 2 mondes différents. Je l'ai regardé, ayant à peine le souffle. Sur la façon dont le vrai amour signifie se battre l'un pour l'autre, pas s'enfuir. Mais les mots n'avaient pas d'importance. Son visage disait tout. Quand il s'est retourné et est sorti sous la pluie, quelque chose en moi s'est brisé et ne s'est jamais complètement guéri. Cette nuit-là. Il a conduit trop vite sur la route glissante et sinueuse menant au Mont d'Or. Des témoins ont dit que sa voiture avait dérapé, heurté le garde-fou et s'était renversée. Les ambulanciers ont dit qu'il était mort sur le coup. J'ai reçu l'appel à 2h13 du matin. Êtes-vous répertorié comme contact d'urgence de Julien Dubois, a demandé la voix. Oui. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Il y a eu un accident. Je suis désolé, madame. Il n'a pas survécu. Mes genoux se sont dérobés et je me suis effondré sur le sol, le téléphone cliquetant à côté de moi. Le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital où il l'avait emmené. Mon corps semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Alors que je traversais ces couloirs blancs. L'odeur d'antiseptique épaisse dans l'air. Au bout du couloir, Élise se tenait là, attendant, ses cheveux striés d'argent. Son visage ridé d'une manière que la richesse ne pouvait pas lisser. Mais ses yeux, ils n'avaient pas changé. Je voulais lui crier dessus, lui demander pourquoi elle était là, pourquoi elle osait encore prononcer mon nom. Mais le garçon sur la table a gémi doucement, me ramenant à la réalité. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de le sauver. Donnez-moi un scanner et préparez pour l'opération, ai-je dit sèchement. Ma voix stable même si mon cœur battait la chamade. Pendant l'opération, j'ai tout coupé, sauf le fragile cerveau du garçon sous mes mains. Chaque mouvement était délibéré, chaque suture précise. Je ne pensais pas à Julien. Je ne pensais pas à Élise. Je ne pensais pas à la vie qui m'avait été volée. Mais quand le dernier point de suture a été fait et que le moniteur s'est stabilisé, je me suis permis un regard sur son visage. Ses cils ont papillonne, et pendant une seconde, j'ai presque pu y croire. Presque. Quelques heures plus tard, debout devant la salle de réveil. Mes yeux étaient fixés sur le garçon à travers la vitre. Et puis je l'ai vu, un bracelet d'hôpital familier, vieux et usé, suspendu à son poignet comme un charme. Mon souffle s'est coupé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si les mots étaient trop lourds pour être formulés. Quand on perd tout, soit on se brise complètement, soit on se reconstruit en quelque chose d'irréconnaissable. J'ai choisi la deuxième option, bien que pendant longtemps, cela ne ressemblait pas à un choix. Après ce que je croyais être la mort de Léo, j'ai versé chaque once de chagrin et de rage dans la médecine. C'était la seule chose qui avait du sens, le seul endroit où le travail acharné vous donnait encore des résultats prévisibles. J'ai passé des années dans des laboratoires sans fenêtres, des blocs opératoires stériles et des bibliothèques qui sentaient le papier et le désespoir. Au moment où j'ai terminé ma résidence, j'étais une machine. Mes collègues m'appelaient là, main de verre et d'acier. Verre à cause de ma précision. Acier parce que je semblais inébranlable lors de cas impossibles. Juste un appartement vide et des souvenirs qui me griffaient dès que je restais assise trop longtemps. Mais j'ai grimpé. Oh, j'ai grimpé. À 32 ans. J'étais devenue l'une des plus jeunes chirurgiennes pédiatriques en neurochirurgie à l'hôpital pédiatrique des enfants de Lyon. Les gens murmuraient à mon sujet dans les couloirs, me qualifiant de brillante, résiliente, inarrêtable. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je ne me sentais pas vraiment vivante depuis 9 ans.
Et puis est arrivé Léo Dubois. Le garçon qui a réduit en poussière tous mes murs soigneusement construits. Quand je l'avais vu pour la première fois, inconscient sur cette civière, quelque chose au plus profond de moi avait changé. Au début, je me disais que c'était à cause de ses yeux, exactement de la même teinte et forme que ceux de Julien. Mais ce n'était pas ça. C'était la façon dont mes mains tremblaient légèrement quand je touchais ses cheveux pour vérifier des lacérations du cuir chevelu. Je n'avais pas pensé à ce bracelet depuis des années, mais maintenant c'était tout ce à quoi je pensais. Je l'avais fait moi-même le dernier jour de mon cours d'artisanat prénatal. Les coïncidences arrivent. Il y a plein de garçons nommés Léo. Plein de familles qui font des dons aux hôpitaux et qui obtiennent de vieux bracelets en souvenir. Mais au fond, quelque chose en moi murmurait, non, Isabelle, c'est lui. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et je me suis assise par terre dans mon appartement. Sortant la boîte à chaussures que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient tous les souvenirs que j'avais essayé d'enterrer, des photos d'échographie. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne pouvais pas manger. Le lendemain matin, je me suis retrouvé à la cafétéria de l'hôpital, fixant une tasse de café froid. Élise me détestait suffisamment pour dire que je n'appartenais pas à sa famille. Et si mon fils n'était jamais mort? Comme si le temps avait été cruel d'une manière que même son argent ne pouvait réparer. Ses yeux ont croisé les miens, et pour la première fois depuis 9 ans. J'ai vu quelque chose que je n'attendais jamais d'elle. La peur. Élise, ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête intérieure. Nous devons parler. Je pensais que je ressentirais de la rage ou peut-être de la satisfaction. Au lieu de cela, je me suis senti vide, comme quelqu'un qui se prépare à un impact qui arrive depuis près d'une décennie. Votre petit-fils? Ma voix craqua plus fort que je ne l'avais voulu. Ce bracelet à son poignet. D'où vient-il? Ses yeux se détournèrent pendant une demi-seconde. Et dans cette minuscule rupture de contact visuel, je l'ai vu. La culpabilité. Je ne sais pas ce que vous insinuez, a-t-elle dit, sa voix plus fine maintenant. Mais vous lui avez sauvé la vie. Cela devrait être tout ce qui compte. Non, je me suis rapproché, baissant la voix. Il y a 9 ans, j'ai accouché dans cet hôpital. Mon fils? Mon fils a été déclaré mort à cause d'un accident de cordon. Et pourtant votre petit-fils a le même bracelet que j'ai fait de mes propres mains avant même qu'il ne naisse. Comment est-ce possible? Élise? Comment? Pour la première fois de sa vie, elle s'est retrouvée acculée. Élise Moreau. La femme qui pouvait broyer ses adversaires dans les salles d'audience et les conseils d'administration de bienfaisance, recula en fait. Sa masse parfaitement composée se fissura. Et je vis quelque chose derrière elle, la peur et la honte. Elle a essayé de récupérer. Isabelle, vous étiez sous sédation. Vous aviez vécu un traumatisme. Vous ne savez pas ce que vous avez vu. Mais parce que j'avais enfin prononcé à voix haute ce que j'avais enfoui pendant près d'une décennie. Vous l'avez pris, n'est-ce pas? Vous avez pris mon fils. Ses lèvres tremblèrent. Mais elle resta silencieuse. Ce silence me dit tout. Je me suis appuyé contre le mur, étourdi. Pourquoi vous détestiez-vous suffisamment pour que cela soit plus facile que de laisser votre fils épouser quelqu'un que vous pensiez ne pas être assez bien? Vous pensiez que voler mon enfant allait arranger quoi? Votre réputation. Votre chagrin. La main d'Élise vola à sa bouche comme pour retenir des larmes. Vous ne comprenez pas. Julien était parti, et je ne pouvais pas perdre son enfant aussi. Pas à vous. Ces mots me transpercèrent comme du verre. Pas à moi. Il était à moi. Élise, mon bébé, mon sang. Vous m'avez laissé croire qu'il était mort. Vous m'avez regardé enterrer un cercueil vide. Elle s'effondra. Son dos heurta le mur. Ses yeux versèrent enfin des larmes. Je pensais que je le protégeais. Et oui, j'étais en colère. Tu l'as emporté quand tu as quitté Julien. Je me suis dit que tu ne le méritais pas, que Léo méritait une vie meilleure. Et j'avais les moyens de lui en donner une. Je l'ai regardé, engourdi. Vous avez joué à Dieu avec ma vie. Avez-vous la moindre idée de ce que vous m'avez fait? Lui? Il a grandi en pensant que vous étiez sa figure maternelle alors que tout ce temps, il en avait une qu'il aimait avant même qu'il ne prenne son premier souffle. Élise glissa jusqu'au sol. La matriarche puissante paraissant maintenant petite et fragile.
J'ai un cancer du cerveau, murmura-t-elle. Stade 4. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je me suis figé. Une partie de moi voulait rire de l'ironie. Une autre partie voulait crier, « Et alors ? Tu veux le pardon parce que tu meurs ? Parce que maintenant, il est commode d'admettre ce que tu as fait. » Elle secoua faiblement la tête. « Non, je veux qu'ils connaissent la vérité. Je veux qu'ils te connaissent. J'ai eu tort, Isabelle. Je le sais depuis des années, mais j'étais trop fier, trop têtu. J'ai tout ruiné, et je ne sais pas comment le réparer. La tempête intérieure s'est calmée, mais elle n'a pas disparu. Il n'y avait aucun moyen d'annuler 9 années de chagrin. Aucun moyen de rendre les moments que j'avais perdus. Ses premiers mots, ses premiers pas, son premier jour d'école. Pourtant, en regardant Léo à travers la vitre, je me suis accroupi pour être à la hauteur des yeux d'Élise. Tu le lui dis, ai-je dit fermement. Pas moi. Tu lui dis qui je suis et ce que tu as fait, parce que je ne lui enlèverai pas ça. Pas la vérité, pas la chance de l'entendre de toi. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis elle hocha lentement la tête. Je le ferai. Je le promets. Je me levai et marchai vers la chambre de Léo. Je ne le perdrai plus. Le lendemain matin, je suis entré dans la chambre d'hôpital de Léo pour le trouver assis, pâle mais éveillé, une tablette à la main. Il leva les yeux vers moi. Ses grands yeux noisettes clignant de curiosité. Pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Ses yeux, les yeux de Julien. Salut, ai-je dit doucement, ma voix manquant presque de s'étrangler. Comment te sens-tu ? Il haussa les épaules. Le genre de mouvement timide que font les enfants quand ils essaient d'être durs. Ma tête fait mal, mais grand-mère dit que je suis courageux. Grand-mère, ma poitrine se serra, mais j'ai souri quand même. Elle a raison à ce sujet. Tu as été incroyablement courageux hier. Léo hocha la tête. Puis se reconcentra sur son jeu comme si le courage n'était qu'un autre élément de sa liste de tâches. Derrière moi, j'entendis le palan d'une canne. Élise. Se déplaçant plus lentement que je ne l'avais jamais vue. Elle avait l'air fragile, enveloppée dans un doux châle gris, sa perfection habituelle ternie par la maladie et la culpabilité. Léo ? Dit-elle doucement, s'asseyant près de son lit. Il y a quelque chose dont nous devons parler, quelque chose d'important. Il leva de nouveau les yeux, ses sourcils se fronçant. Te souviens-tu quand je t'ai dit que ta mère était décédée quand tu es né ? Il hocha prudemment la tête. Ce n'était pas vrai, murmura-t-elle. Léo la regarda. La confusion se dessinant sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Élise déglutit difficilement, ses mains tremblant. Ta mère n'est pas morte. Elle est vivante, et elle est juste ici. Le regard de Léo se tourna vers moi, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Vous êtes ma mère ? Je me rapprochai, tous les muscles de mon corps tremblants. Oui, Léo. Je suis ta mère. Je t'ai aimé dès le moment où j'ai su que tu allais venir au monde. Et je n'ai jamais arrêté. Il cligna des yeux. Essayant de comprendre quelque chose qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir à comprendre. Mais grand-mère a dit, elle a menti. Élise interrompit, sa voix se brisant. J'ai menti, Léo. J'étais en colère et effrayé et j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Je t'ai pris d'elle. Je pensais que je te protégeais, mais j'avais tort. J'avais tellement tort. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bip rythmique du moniteur cardiaque. Léo nous regarda tous les deux, ses petites mains se tordant sur ses genoux. Alors, vous êtes ma vraie mère ? Oui, mon bébé, ai-je murmuré, mes genoux pliant pour être à sa hauteur. Je suis ta mère. J'ai manqué tes premiers mots, tes premiers pas, ton premier jour d'école. Parce que je ne savais pas que tu étais vivant. Mais je suis là maintenant, et je ne te quitterai plus jamais. La lèvre de Léo trembla. Puis il dit le seul mot que j'avais rêvé d'entendre pendant 9 longues années. Maman. Je l'ai serré dans mes bras, le tenant doucement pour ne pas lui faire mal à la tête. Ses petits bras encerclèrent mon cou, hésitant au début, puis plus serré, plus chaud, plus certain. Quand j'ai levé les yeux, Élise pleurait silencieusement. Elle tendit une main, et je la pris. Non pas dans le pardon, mais dans la reconnaissance de ce que ce moment signifiait. Les jours suivants, Léo et moi avons parlé pendant des heures.
Il posait des questions, certaines faciles. D'autres difficiles. Pourquoi je n'étais pas là? Pourquoi grand-mère disait que j'étais parti? Est-ce que je l'aimais? Est-ce que je l'emporterais de tout ce qu'il connaissait? J'ai répondu à chaque question avec honnêteté. Je ne sais pas, Léo. Je pensais que tu étais parti. Mais maintenant que je t'ai, je ne te lâcherai plus. Et oui, je t'aime plus que tout. Élise passait la plupart de son temps à nous regarder tranquillement, sa maladie semblant progresser plus rapidement, comme si la confession avait enfin permis à son corps de se rendre. Un soir, elle prit ma main et murmura, « Merci de ne pas me détester au point de me le cacher. » Pour l'instant, je ne savais pas ce que je ressentais à propos du pardon, mais je savais ceci. La haine ne ferait pas de Léo l'homme que Julien aurait voulu qu'il soit. Le jour avant que Élise ne sorte pour entrer en soins palliatifs, elle appela Léo à son chevet. « Sois fort, mon chéri. Et écoute ta mère. Elle est tout ce que je n'ai pas eu le courage d'être. » Il hocha la tête, les yeux vitreux, et la serra fort. Pour la première fois, je vis quelque chose de sincère entre eux. Pas construit sur des mensonges ou du contrôle, mais sur la vérité enfin dite à voix haute. Alors que je mettais Léo au lit ce soir-là, il murmura, « Maman, pouvons-nous recommencer? Comme à partir d'aujourd'hui. » Je lui embrassai le front, des larmes brûlant mes yeux. « Oui, mon bébé. À partir d'aujourd'hui. » Élise est décédée 2 semaines plus tard. C'était calme. Incertaine de ce que je devais ressentir. « Tu ne me dois pas le pardon, dit-elle, sa voix fragile, aussi fine que du papier. Mais promets-moi que tu l'aimeras assez pour nous deux. » J'hésitais. Les jours après son décès furent étranges. Il n'y eut pas de lecture dramatique d'un testament. Pas de fortune surprise m'attendant. Je ne m'y attendais pas. Mais Élise avait laissé une chose qui me surprit, une lettre adressée à Léo. Il était assis sur le canapé du salon, la tenant comme si c'était quelque chose de dangereux. « Dois-je la lire, maman ? » « Seulement si tu veux, » ai-je dit doucement, m'agenouillant à côté de lui. Il la déplia lentement, ses lèvres bougeant silencieusement pendant qu'il lisait. Après un moment, il renifla et me la tendit. Elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle m'avait toujours aimé, même quand elle a fait de mauvais choix. Je le pris dans mes bras, le serrant pendant qu'il pleurait. Pas les cris forts et brisés de quelqu'un dont le monde s'écroule, mais les larmes silencieuses d'un garçon qui comprend enfin la vérité. Légalement, les choses se sont rapidement déroulées. Élise avait déjà signé les papiers transférant la tutelle avant de décéder. Il n'y a pas eu de bataille, pas d'audience prolongée. Juste un transfert propre. Comme si l'univers lui-même voulait que ce chapitre se ferme. Pourtant, il y eut des défis. Léo avait des questions la nuit quand la maison était calme et que les ombres s'étiraient longuement sur les murs. « Maman, est-ce que tu la détestais ?» demanda-t-il un soir alors que je le mettais au lit. Je posai. « Oui, je l'ai fait pendant longtemps. Mais la haine vous maintient bloqué. Et je ne veux plus être bloqué. Je veux avancer avec toi. » Il me regarda, ses yeux si semblables à ceux de Julien me firent mal. « Tu penses que papa serait fier de moi ?» Je souriais, repoussant ses cheveux. « Je sais qu'il le serait. Et il serait fier de toi pour ta bravoure. » Léo s'est adapté à vivre avec moi plus vite que je ne m'y attendais. Il m'aidait à cuisiner, laissait de petits dessins sur mon bureau au travail. À peine plus âgé que Léo ne l'est maintenant, tenant une minuscule maquette d'avion. « Grand-mère a dit qu'il aimait les avions, » dit Léo. « Est-ce vrai ? » « Oui, dis-je, ma gorge serrée. Il voulait apprendre à voler un jour. » Léo sourit faiblement. « Pouvons-nous aller voir des avions un jour ?» Je l'ai serré dans mes bras. « Nous pouvons faire tout ce que tu veux, mon bébé. » Quelques semaines plus tard, lorsque Léo s'est complètement rétabli de sa chirurgie, nous avons décidé de faire quelque chose pour marquer le début de notre nouvelle vie ensemble. Nous avons emporté un pique-nique et conduit à Cassis, l'un des rares endroits près de Lyon où le monde semble encore sauvage et indompté. Le soleil était bas quand nous avons atteint la plage, projetant tout dans une douce lumière dorée. Léo courut devant, retirant ses chaussures et laissant l'eau froide de la Méditerranée lui laver les pieds. « Viens, maman » appela-t-il en agitant la main. Je riais et le poursuivis, mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Nous avons marché le long du rivage, laissant des empreintes qui disparaissaient à mesure que les vagues les embrassaient. À un moment donné,
Léo s'accroupit et commença à construire quelque chose dans le sable. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a dit, c'est une piste d'atterrissage pour papa pour qu'il puisse atterrir quand il viendra nous rendre visite. Je me suis agenouillé à côté de lui. Des larmes me piquant les yeux, et ensemble nous avons construit cette petite piste, 2 personnes assemblant quelque chose de plus grand que ce que nous pouvions expliquer. Quand ce fut terminé, Léo plaça la petite maquette d'avion, celle de Julien qu'il avait apportée de chez lui, sur le bord. Il est à la maison maintenant, murmura-t-il. Je l'ai serré dans mes bras. Tu penses qu'on peut recommencer? Juste nous deux? Comme si c'était une toute nouvelle vie. J'ai souri, le serrant dans mes bras. Nous l'avons déjà fait. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Il sourit, ce large sourire édenté que seuls les enfants peuvent rendre si parfait, et murmura, je t'aime, maman. Ma gorge se serra alors que je murmurai en retour, je t'aime aussi, Léo. Et en tenant mon fils près de moi, je savais que ce n'était que le début.